Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau cycle intitulé Territoire et milieu de vie en santé et qui vient en appui d'un objectif plus général de développer la santé dans toutes les politiques en région de Bruxelles-Capitale. Merci en tous les cas de votre présence nombreuse qui témoigne à suffisance d'un intérêt certain pour l'intégration des questions de santé au carrefour des dynamiques du développement durable. Merci aussi à Thierry Pacaud qui nous fait le plaisir de venir de Paris pour éclairer notre entretien d'aujourd'hui. Depuis 3 ans, Sacopar, en collaboration avec l'Observatoire de la santé et du social, a pour mission d'accompagner les communes de la région bruxelloise à inscrire positivement, activement la santé au cœur des préoccupations des politiques locales et en particulier en envisageant leur impact sur la santé lors de leur élaboration. Cette démarche se fonde à la fois sur un constat et à partir de là en déroule une stratégie. La reconnaissance du fait que les plus grands enjeux sanitaires, par exemple les maladies non transmissibles, les inégalités impactant la santé, le changement climatique et les problèmes d'environnement sont le plus souvent liés aux circonstances de la vie des individus. Et les forces différentes et les systèmes qui influencent ces circonstances sont la deuxième cause d'influence sur les faits. Par exemple, les politiques économiques, les politiques de développement, les normes sociales, les politiques sociales ou les systèmes politiques. Dans ce contexte, la promotion de communautés en bonne santé et en particulier la promotion de l'équité en santé entre groupes de population nécessite évidemment de se pencher sur les déterminants sociaux de la santé. Par exemple, le transport public, l'accès à l'éducation, l'accès à des aliments sains, les perspectives économiques, les conditions de logement, bien d'autres facteurs encore. En résumé, l'OMS définit le concept de santé dans toutes les politiques comme une approche intersectorielle des politiques publiques qui tient compte systématiquement des conséquences sanitaires des décisions, qui recherche des synergies et qui évite les conséquences néfastes pour la santé afin d'améliorer la santé de la population et d'améliorer aussi l'équité en matière de santé. Elle accroît donc la responsabilité des décideurs quant à leur impact sur la santé, et ce, à tous les paliers d'élaboration des politiques. Des outils d'aide à la décision comme des études d'impact sur la santé ont été développés au cours des dernières années pour faciliter l'intégration des questions de santé dans les processus de décision. Il doit être consulté lors de l'élaboration des mesures prévues par les lois et règlements qui pourraient avoir un impact négatif significatif sur la santé de la population. Tous les secteurs qui n'ont pas la santé de la population comme premier objectif doivent recourir à cet outil. La plupart d'entre eux sont destinés au niveau de décision locale, principalement en milieu urbain. Les programmes santé dans toutes les politiques et études d'impact sur la santé bénéficient d'un large appui scientifique et politique et déjà d'une très longue histoire que je résumais en quelques étapes. Au Québec, dans les années 60, le ministre Lalonde avait relevé l'impact des politiques sectorielles sur la santé, politique du logement, de l'économie, de l'urbanisme, et avait souhaité les mobiliser en faveur de l'amélioration de la santé. Un chapitre de la loi santé publique est ainsi destiné à organiser les études d'impact sur la santé depuis près de 25 ans au Québec. En Angleterre, Dahlgren et Whitehead ont schématisé en 1991 l'action des secteurs de la vie quotidienne sur la santé et produit un diagramme qui continue à faire référence aujourd'hui. L'OMS a lancé la mise en place du réseau des villes santé dans les années 2000. Dans les années 2013, la déclaration d'Helsinki fixe le processus de santé dans toutes les politiques. La réunion des maires à Shanghai en 2018 rappelle que la ville a son cadre de vie. Le réseau international de la santé dans toutes les politiques
s'est réuni au Québec en 2019 et a produit un rapport sur la situation mondiale des santé dans toutes les politiques. En Belgique aussi, la santé dans toutes les politiques figure au premier rang des objectifs du plan santé bruxellois et du plan stratégique de promotion de la santé à la COCOF. Santé dans toutes les politiques et implémentation des études d'impact sur la santé figurent dans la déclaration de politique générale commune au gouvernement de la région Bruxelles-Capitale pour la législature 2019-2024. Elle met en avant la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales, premier déterminant de la santé, qui devra être appréhendé de manière transversale, c'est-à-dire par tous les secteurs, et s'appuyer sur une analyse d'impact des réformes envisagées à l'égard des déterminants de la pauvreté et de la santé. Pour cette troisième année du programme, SACOPAR a tiré l'information des contacts avec les acteurs communaux, élus et responsables administratifs, et a tiré l'information de l'analyse des plans communaux à l'aune des déterminants sur la santé. Et nous proposons donc pour cette troisième année d'accompagner la concrétisation de l'implémentation de la démarche dans les communes à travers 2 cycles. Celui qui s'ouvre aujourd'hui, qui vise à conforter la compréhension de ce qui lie la santé au cadre et mode de vie urbain comme facteur de crise ou comme vecteur de bien-être, la qualité de la ville pour la qualité de la vie. Et un second cycle qui permet d'interroger les impacts potentiels de la décision en matière de politique urbaine sur la qualité de vie des populations. Le premier organise une série d'entretiens avec des acteurs, leurs projets de ville, les leviers d'action déterminants sur la santé comme l'urbanisme, le logement, la participation citoyenne et communautaire, le mode de gouvernance. Leur témoignage a été retenu pour source d'inspiration qu'ils offraient et capacité d'en faire la relation. Le plus souvent aussi comme auteur d'ailleurs d'un article ou d'un livre qui complétera utilement le récit. La forme sera celle d'un webinaire, faute de mieux, 2 fois par mois, le mardi de 13 à 14 heures, avec un temps pour les questions et les échanges. La route parallèle est plus méthodologique, construite comme des ateliers qui accompagnent la mise en place progressive d'études d'impact sur la santé concrètes dans les communes. À partir de novembre, 1 fois par mois jusqu'à fin 2022 sûrement, la démarche sera accompagnée par un comité scientifique international. Ceci permettra de tirer bénéfice des expériences des municipalités qui ont entamé le processus d'études d'impact sur la santé. Voilà donc le nouveau chapitre de Territoire et milieux de vie en santé. On l'ouvre aujourd'hui avec le professeur Thierry Pacaud, philosophe, auteur de nombreuses publications autour de la ville, des astres urbains, Urbanisme, c'est notre affaire, Ivan Illich et d'autres, chargé de cours à l'Institut d'urbanisme de Paris, chargé de cours à la Cambre également, chroniqueur sur France Culture. Il publie dans la revue Topophile un article qui nous a interpellés, son intitulé « La ville, grand corps malade ». Il fait un lien un peu énigmatique entre la santé, la maladie et la ville. Il rappelle l'histoire déjà fort ancienne des rapports urbanisme et santé, qui ne deviendront plus explicites que beaucoup plus récemment. Le titre fait référence au surnom d'un artiste actuel, origine du 93 comme lui, et capable de sublimer son 93 Saint-Denis. On lui demandera si c'est là l'origine de son intitulé. À partir d'une interrogation sur ce qui fait un contexte de vie de qualité pour tous, des villes vivables, il nous entraîne sur des changements de paradigme nécessaires et leurs possibles. Je lui cède la parole. Le chat du webinaire est ouvert pour vos questions et l'enregistreur aussi pour pouvoir podcaster l'entretien. Enfin, un petit sondage sera soumis à votre sagacité dans le quart d'heure qui vient. Merci d'y contribuer. Et donc, lui, il écrit ce livre comme une sorte de manuel pour expliquer à son jeune collègue, bon, tu débarques dans une ville, bah, tu commences d'abord par goûter l'eau, tu commences d'abord par savoir si c'est une eau de source, si c'est des eaux souterraines, si c'est des eaux de pluie, etc. Quelle est sa qualité? Parce que selon la qualité de l'eau, il y aura telle ou telle pathologie plus développée qu'une autre.
Et puis ensuite, évidemment, la qualité de l'air, et ensuite, bien sûr, l'appréciation globale du milieu. Ben, évidemment, les Grecs n'ont pas ce terme encore, qui viendra nourrir la géographie à la fin du XIXe siècle. Alors, Hippocrate part évidemment d'une conception de la santé qui est unitaire. C'est-à-dire qu'il prend le patient, enfin on dirait, je prends des termes d'aujourd'hui, il prend le patient dans son intégrité. Et donc, il n'est pas spécialiste, il ne va pas isoler un organe ou un membre, etc., du corps. Il serait dans ce qu'on appelle aujourd'hui un peu la méthode Balint, enfin bon, voilà, c'est un médecin. Médecine globale. Voilà, médecine globale, qui a en gros disparu. Moi, la dernière fois que je suis allé voir un médecin, ça m'arrive rarement, tant mieux, ce médecin référent m'a absolument pas ausculté, n'a pas pris ma tension, rien du tout. Elle a regardé son ordinateur, et puis de temps en temps, elle me regardait aussi. Bon. Et voilà, j'ai payé, il m'a dit, vous n'avez rien, et j'ai payé ma consultation et je suis parti. Bon, donc, j'ai compris que l'examen clinique, anatomique, et l'écoute de ce que le patient a à raconter sur ce qui lui paraît aller mal, on le trouve déjà chez Hippocrate. Bon, on le trouve ensuite, de moins en moins, j'allais dire, puisqu'on nous coupe en morceaux. Et voilà. Et donc, je me suis demandé au même moment, bien sûr, c'est si Hippocrate, si ces textes étaient lus par ceux qui concevaient les villes et qui, du coup, allaient en tenir compte. Donc, s'il y avait un lien, qui est l'objet de tous vos deux séminaires, entre territoire et puis bonne santé. Et on ne peut pas le dire, ce serait un peu un anachronisme d'affirmer ça, parce qu'on connaît évidemment Hippodamos de Millet, on connaît les textes, surtout bien sûr de Platon et d'Aristote, et on sait par eux que si on pouvait construire les villes de manière comme un échiquier, c'est-à-dire avec des croisements de grandes rues avec d'autres, à angle droit, eh bien, on pouvait évacuer, laisser le vent, évacuer les miasmes, évacuer tout ce qui était détestable et source de maux. Mais c'est tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, même dans la République de Platon, il n'y a pas une politique de la santé publique, ça n'existe pas, ça ne s'oppose pas en ces termes. Par contre, je crois que la notion de mieux-être n'est pas formulée, mais elle est déjà un peu présente. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même celui de l'harmonie. Donc, pas celui de l'équilibre, celui de l'harmonie. Le mot harmonia en grec désigne le jointage, le joint, la jointure entre les planches disparates d'une embarcation, afin qu'elle puisse justement être stable et étanche. Et donc, être en harmonie, ce n'est pas être en équilibre, c'est être dans quelque chose qui assure finalement la sécurité de la barque que cet artisan charpentier a pu construire. Donc, ça m'intéresse beaucoup parce que on parle souvent plus d'équilibre, qui est toujours presque par définition momentané, puisqu'il bascule dans un déséquilibre, qui recrée un équilibre, etc. Tandis que la notion d'harmonie, moi, me plaît davantage. Alors, évidemment, on connaît la table d'harmonie chez les Grecs, hein, c'était le fait de cette partie du corps, où se trouve à la fois l'esprit, c'est-à-dire la respiration, et puis la pneuma, et puis aussi, bien sûr, ce qu'on mange, la digestion. Donc, on voit bien que respirer et manger sont deux activités qui permettent un certain mieux-être. Voilà. Donc, si la ville facilite à la fois l'alimentation saine, une digestion saine, un sommeil sain, tranquille, non pollué par une pollution sonore trop bruyante, et puis si en même temps on a une espèce de, j'allais presque dire, de rapport constant avec notre environnement, bon, bah, on est bien barré. Mais bon, la question, c'est que ça ne marche pas comme ça. Comme vous l'avez très justement dit, je ne vais pas reprendre tous les thèmes évoqués également par les documents de l'OMS, mais je vais en cibler 3 ou 4. Le premier, c'est la pauvreté. C'est les inégalités économiques qui, généralement, sont corrélées aux inégalités
sanitaire et puis à tout. Donc, dans le fameux 93, le fameux 9-3, on sait qu'il y a un sous-équipement médical. Bon, ça fait aucun doute. On l'a dans d'autres départements de France, des départements où il n'y a pas de grands ensembles, où il y a au contraire très peu d'habitants et une population vieillissante, où là, effectivement, on manque de maisons médicales. Ça fait aucun doute. Et c'est un vrai problème parce que ça montre aussi que la notion d'égalité territoriale est un peu un vœu pieux. Dans la réalité des territoires, ça ne marche pas comme ça. Et donc, on l'a vu avec le traitement de la Covid, on a dû parfois envoyer des personnes en réanimation depuis Paris à Nantes ou à Strasbourg, etc., ou de Strasbourg en Allemagne, etc. Donc on voit bien que cette inégalité territoriale va se doubler souvent d'une inégalité économique. Et là aussi, c'est pareil, le 9-3 a eu plus de victimes de la Covid que d'autres départements, donc des populations qui ont des modes de vie, des revenus beaucoup plus précaires, moins importants, et qui, du coup, sont aussi moins bien suivis médicalement. Après, on peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut aussi dire, tiens, c'est quand même curieux que la médecine scolaire n'existe plus, quasiment, en France. Moi, enfant, bon, je suis un peu plus vieux, mais enfin, je ne me sens pas si vieux que ça, donc ce n'est pas si loin. Enfant, il y avait une infirmière dans le collège. Et du reste, on en bénéficiait parce que je pouvais aller me plaindre que j'avais mal ici, c'était pas vrai, mais bon, sécher le cours qui me plaisait pas. Bon. Donc c'était très très bien. Et puis il y avait un médecin scolaire qui lui était présent et alertait bien souvent des parents qui ne voyaient pas que leur enfant avait tel et tel mal-être. Bon, donc ça, cette espèce de suivi-là qui, à l'époque, dans les villes françaises, était épaulé par le dispensaire, mot qui n'existe plus dans le vocabulaire, le lieu non plus du reste, par les bains et douches, par toute une éducation à la santé, avec des affichettes, enfin, un peu naïves, voilà, mais qui permettaient aux parents d'être informés. Voilà, si votre enfant a ceci, ben, il serait temps de consulter le médecin, etc. Tout ça a disparu. Et donc, d'une certaine façon, la santé, qui était un temps fort du Front populaire en 1936, où ils avaient nommé comme ministre de la Santé un maire très connu qui s'appelle Henri Sellier, qui est l'introducteur des cités-jardins en France et qui était le maire de Suresnes, qui était par ailleurs un ancien élève d'HEC, qui parlait anglais et allemand couramment. Je le signale parce que pour la Belgique, le bilinguisme, c'est banal. Mais pour la France, généralement, les élus sont franco-français. Et donc, là, on avait une exception, un gars qui emmenait son staff en Hollande, en Belgique, voir les cités-jardins, en Allemagne, en Angleterre, etc. Donc, il y avait eu une espèce d'ouverture qui fait que, du coup, peut-être qu'il a été beaucoup plus vite sensibilisé à cette importance du plein air. Il a créé la première grande école du plein air à Suresnes. Et donc, on voyait bien comment santé et mode de vie, j'allais dire, allaient ensemble. Bon. Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ça ne marche plus du tout comme ça. On crée la sécurité sociale, qui est on dit un énorme acquis, je ne reviens pas là-dessus, c'est une évidence, mais en même temps, qui a sa part d'ombre, d'une certaine manière, parce qu'on privatise la santé, ça devient une affaire personnelle. C'est-à-dire que c'est chacun pour soi, et donc… On personnalise ou on privatise? Alors, les deux, enfin, on personnalise. Alors, on ne privatise pas vraiment, dans le sens où la sécurité sociale permet justement d'être remboursée tout à fait correctement, mais ça devient une affaire personnelle. Et donc, il n'y a plus de politique urbaine, j'allais dire, ou territoriale de la santé. Quand vous citez les cités, jardins et autres aménagements urbanistiques qui datent à peu près de cette époque, voilà. Est-ce que dans ces perspectives urbanistiques, le mot santé apparaît, enfin je dirais, est une vraie préoccupation ou bien c'est, comme vous le dites d'ailleurs un peu dans l'article, c'est un peu un effet secondaire par défaut? Voilà, c'est un effet secondaire par défaut et en même temps, en creux,
mais sans que ce soit formulaire ainsi, la santé est présente. Pourquoi? Parce que la Cité-Jardin se veut la réponse à la ville trop densifiée, où règne la promiscuité et surtout c'est des villes congestionnées. C'est dans ce contexte-là qu'est né, mais qui a eu du mal à percer du reste, ce qu'on a appelé par la suite le mouvement hygiéniste, parce qu'on avait affaire à des épidémies qui étaient mortelles. Le choléra, j'en prendrai trois, hein, le choléra, la syphilis et la tuberculose. Bon, donc c'est vraiment dans les grosses villes et dans les quartiers les plus denses où ces trois fléaux commettaient le plus de dégâts. Et donc, ils sont traités, par les historiens aujourd'hui, ils sont traités ensemble, parce que ce sont des pathologies qui sont des pathologies, j'allais dire, de mode de vie, et pas seulement une pathologie strictement médicale. La tuberculose, ça va avec le fait qu'on n'a pas accès au soleil, que ce ne soit pas aéré, que les maisons sont les unes sur les autres et dans l'ombre, etc., que c'est humide. Bon. Le choléra, bon, pareil. Bon. Et donc, le choléra a quand même eu, en France et en Europe, plusieurs vagues successives. Ce qui m'oblige, moi, par analogie, à penser qu'il y aura d'autres Covid dans les 2-3 ans qui viennent, dans les 10 ans qui viennent, etc. Parce que le choléra, le premier, 1832, bon, fait quand même un nombre incalculable de morts, riches ou pauvres, et donc ça commence à inquiéter. Mais, en fait, les prises de position juridiques, les grandes mesures collectives ne sont pas prises. Il faudra attendre le choléra de 49, puis de 52, puis le 3, puis le 4e, etc., pour que quand même, là, on dise, oh là là, il y a trop de victimes, il faut faire quelque chose. Et puis, la tuberculose, on va non pas confiner, si on peut dire ça, on va confiner le malade, mais pas sur place, on va l'envoyer dans des sanatoriums, ce qui est plutôt une bonne idée, mais ça ne guérit pas vraiment, et c'est une maladie qui tue profondément énormément de monde, et jeunes. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui meurent. J'allais dire, toute l'histoire littéraire est remplie de ces magnifiques histoires d'amour qui sont tout d'un coup totalement chahutées par la mort de l'être aimé. Bon, et donc, est-ce que ça va jouer sur la transformation de la ville? Oui, dans le sens où on invente la Cité-Jardin. Donc, la Cité-Jardin, c'est la face lumineuse de la cité industrielle qui est la face noire. Parce qu'une constante dans les épisodes dont vous parlez, c'est aussi que la ville se ferme chaque fois. Oui, alors chaque fois, la ville se ferme, bien sûr, et la ville se ferme et elle essaye tant bien que mal d'inventer des choses comme les parcs et jardins, par exemple, mais qui sont toujours insuffisants, parce qu'on est quand même dans une société qui s'industrialise, qui croit éperdument dans le progrès, et qui considère que finalement ces grandes épidémies vont trouver leur solution prochainement, c'est pas trop bien comment, mais ça va se faire, et surtout que ça ne doit pas nous empêcher de nous enrichir et de produire encore plus et davantage encore. Donc la Cité-Jardin, c'est très intéressant parce que c'est un gars qui s'appelle Ebenezer Howard qui a commencé, il était fils de boutiquier, il entre comme souvent garçon de course dans une banque, ça ne marche pas, il part avec des copains aux États-Unis où ils ont un oncle qui est fermier. Et puis là, ils deviennent agriculteurs et ça ne marche pas parce qu'ils ne sont pas agriculteurs de métier. Donc, il faut savoir, c'est un savoir-faire, donc ils perdent leur argent. Et puis, bon, ils retrouvent un petit boulot comme sténotypiste à Chicago, où là, ils découvrent cette machine. Alors là, il est malin parce qu'il ramène cette machine en Angleterre et il devient sténotypiste au Parlement anglais. Et là, bon, il a un boulot assuré, tranquille. Il a toute une idéologie de coopérateur. Et il a cette idée que
la spéculation foncière est le mal des villes. C'est elle qui crée un surenchérissement des loyers, etc., et un rapetissement des surfaces. Et donc, il dit, si une coopérative est propriétaire du sol, après les gens sur ce sol, ils mettent leur propre maison, dont ils sont eux-mêmes propriétaires, ce serait mieux. Et il dit, mais les gens en ville, pourquoi ils ne sont pas bien? Parce qu'ils sont loin de la nature, ils ne mangent pas bien. Donc, tout ça, derrière, il y a quand même la santé qui se trouve présente. Et son idée de la cité-jardin, c'est 30 000, 35 000 habitants, dont 2 000 agriculteurs. Évidemment, chaque habitant lui-même a son jardin pour faire son potager, son verger, etc. Mais cette cité-jardin doit combiner à la fois l'emploi, une bonne agriculture pour une alimentation saine, et puis des lieux de loisirs, bien sûr, et la résidence. Mais ce n'est pas une ville qui est autarcique. Je vois bien que ce n'est plus possible. On est au tout début du XXe siècle. Et donc, cette cité-jardin est branchée sur un chemin de fer électrique. Et là, cette idée qu'il faut abandonner le charbon qui pollue et qui est source de tas de maladies. Et donc, la cité-jardin, Letchworth, la première, est créée en 1903. Il y en aura une seconde, c'est tout. Il n'y en aura pas d'autres en Angleterre. L'une est coopérative, l'autre est capitalistique. Les deux vivent encore. Et à Letchworth, aujourd'hui, le maire a publié un nouveau manifeste pour une cité-jardin du XXIe siècle, où lui met l'accent sur la qualité de la santé. Très bien. C'est ça. Et donc, c'est indépendant du système de production et du travail. Au contraire d'une série de cités ouvrières ou de familistères où il y avait effectivement aussi un développement communautaire, entre guillemets, mais très fort lié à la question de l'emploi. Oui, alors ça, les cités ouvrières, là aussi, maintenant on connaît très bien l'histoire, c'est un patronat surtout alsacien, dans le textile, à Mulhouse, qui crée des cités pour que les ouvriers soient correctement logés. Mais c'est très vite un paternalisme. Et ces patrons sont très mal vus par les autres patrons, qui leur disent, attendez, vous n'allez pas nous obliger à aller loger les ouvriers, ils seront bien se débrouiller. Et puis s'ils sont malades, tant pis pour eux, bon, c'est leur affaire. Et donc, ces cités ouvrières, en France, pénètrent par les expositions universelles, où des Anglais montrent en grandeur nature, parce que ce sont des maquettes 1-1, montrent la maison type d'une cité ouvrière. Et bon, puis là, il y a Dreyfus, il y a Siegfried, il y a des grands patrons qui les achètent ou qui s'en inspirent. Bon, ils font de l'espionnage industriel et ils reproduisent ça. Et vous avez absolument raison, c'est par le biais d'une conception très protestante ou catholique, selon la pratique religieuse du patron, de moraliser la classe ouvrière. C'est ça, Alors donc, au lieu d'aller au cabaret, mon gars, tu vas cultiver ton jardin, on va faire un commun, on va faire aussi un concours, la plus grosse tomate, la plus grosse courgette, etc. Et là, du coup, on crée une fête, et il y a tout un engouement collectif, mais qui se veut préventif finalement. Voilà. Bon, alors ça contribue, bien sûr, à une meilleure santé. Là, tout d'un coup, ce rapport à l'aliment, parce que je crois que c'est fondamental pour la bonne santé des gens, et ça commence à percer aussi bien en Belgique qu'en France, avec les magasins bio, avec les collectifs qu'on appelle en France AMAP, etc. Mais ça touche qu'une catégorie sociale, plus souvent. Parce que ce qui a détruit l'alimentation saine, c'est le marché international. Et là, quand tout d'un coup, un ouvrier qui va tous les soirs, après son boulot, dans son petit jardin qu'il a loué, un jardin ouvrier, à la périphérie de la ville, puis là, il travaille 3 heures, et puis il achète les semences, il paye le loyer, etc., et qu'il s'aperçoit que sa tomate revient, mettons, à 1 euro le kilo, et qu'au supermarché du coin, qui vient d'arriver, les supermarchés viennent d'arriver au début des années 60, le kilo est à 20 centimes,
Je dis, terminé, je vais acheter. Évidemment. Alors, il ne sait pas que c'est évidemment des tomates glyphosatisées, etc. Bon, mais voilà. Donc, le dérèglement alimentaire, c'est très intéressant parce que Carlo Petrini, qui a inventé le mouvement Slow Food en Italie, qui plus tard a donné naissance au mouvement Slow Città, récemment, dans le quotidien belge du soir, appelait à la création d'un seul ministère, le ministère de l'Alimentation, qui chapeauterait le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Territoires. Et j'ai trouvé ça, c'était une fantaisie ou une provocation, mais j'ai trouvé ça finalement plus subtil qu'on ne croit. Parce que ce découpage vertical de responsabilité va à l'encontre de votre exposé introductif qui montrait que tout était interdépendant. Bien sûr. Et j'en veux pour preuve la chauve-souris, puisqu'elle a un habitat. Cet habitat est au cœur de son territoire. Voilà deux mots qu'on croit être des mots des sciences humaines, qui sont des mots des sciences naturelles. J'ai regardé l'histoire de la langue française. Le mot habitat apparaît vers 1808 en langue française, et ça désigne le lieu propice à la production et à la reproduction d'une espèce végétale, puis animale. Donc ça vient de la botanique, ensuite ça vient à la zoologie, et puis on invente en 1859, Geoffroy de Saint-Hilaire invente la notion d'éthologie, ethos, les mœurs, les coutumes des plantes et des animaux, logos, la connaissance, donc l'éthologie, c'est la connaissance. Et moi maintenant, je suis persuadé qu'il nous faut inventer comment je pourrais dire ça, une écologie éthologique. C'est-à-dire que ça va ensemble. Et donc, j'ai vu dans le grand livre d'Eugenius Warming, qui est publié en 1895, Écologie des plantes, j'ai vu que habitat, territoire, individu, société, acclimatation, colonisation sont des termes d'abord de la botanique. Et maintenant qu'on les resitue dans ce contexte-là, ils ont encore plus de poids pour nous démontrer, ce qui est la grande leçon de la Covid, ça devient même assez banal, mais c'est bien de le répéter quand même, que pour qu'il y ait une bonne santé des humains, il faut qu'il y ait une bonne santé du vivant, une bonne santé de la Terre. Ça me paraît un lien fort, mais qui devient... il est plus contesté. Tout à fait. Ça, c'est bien. Par contre, la transversalité, le chapeau que vous mettez au niveau de l'alimentation, mais qui pourrait être en gros la promotion de la santé, je veux dire, au sens promotion de la qualité de la vie, quoi. C'est quand même une pratique qui reste particulièrement difficile à développer et où je ne vois pas apparaître des leviers forts qui traduiraient ça dans... Est-ce que ce chapeau peut être pris en charge par la gestion d'une ville, par exemple, et dans quelles conditions, et alors qui en seraient les acteurs? Là, vous posez le doigt sur là où ça fait mal. Parfois sur la gâchette, mais aussi... Et ce qui me chagrine le plus en ce moment, c'est qu'on a toujours été alerté par des voix admirables comme Rachel Carson dans Le Printemps silencieux, ou comme Murray Bookchin, ou comme René Dumont, etc. On a toujours été alerté sur attention, on fait mal, on saccage la nature, on surconsomme ceci, etc. Donc, mais les bons pensants de l'époque disaient « Ah oui, d'accord, vous n'avez pas tort, mais qu'est-ce qu'il faut faire ?» Aujourd'hui, la grande différence en 2021, c'est qu'aujourd'hui, on sait ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut faire pour que la ville soit moins ségrégée, moins polluante, moins stressante, etc. On sait améliorer l'architecture des bâtiments. On sait comment transformer l'agriculture productiviste en une agroécologie. On sait tout ça. On sait comment arrêter la pêche industrielle et pêcher autrement. Bon, donc maintenant, on ne peut pas dire on ne savait pas. On sait tout ce qui ne va pas et on sait comment corriger tout ce qui ne va pas. On est dans une situation inouïe, sauf que le rapport de force n'est pas en faveur de ceux qui savent ce qu'on pourrait engager. Je ne donnerai qu'un exemple.
je suis, avec d'autres, évidemment, en France, en train d'essayer de promouvoir le BTP, bois, terre, paille. Ah, ouais, ouais. Et évidemment, le lobby du béton est tellement puissant. Il possède la téléphonie, il possède les télés, les radios. Ouais, complètement. Bon, donc, voilà, on n'a pas perdu, mais on est mal barré. Quoi. Ça va être un combat inégal. Voilà, c'est ça que je veux simplement dire. Et ce combat inégal, eh ben, il faut le mener, bien sûr. Alors, commençons par le commencement. Prenons les deux aspects. De la formation des médecins d'un côté, la formation des architectes, urbanistes, paysagistes, aménageurs de l'autre. Bien, les médecins n'ont aucun cours sur la ville, sur les jardins, sur les parcs, pas une seule fois. Ils ont même très peu de cours sur la santé. En plus, oui, c'est sur la maladie, c'est autre chose. Ouais. Et puis, les autres, ils ont aucun cours sur la médecine, le corps, les 5 sens, la santé. Donc, commençons déjà par là, c'est-à-dire que réformons profondément ces formations pour y introduire la transversalité. Après, là, je crois, comme vous, que je l'ai compris, c'est entre les mots que vous avez prononcés, c'est des territoires plus petits, ce n'est pas au niveau national qu'on va y arriver, même si la nation peut lancer, ou l'Europe peut lancer une politique, ça peut entraîner, voilà, ça peut avoir un effet d'entraînement, et puis un soutien financier, etc. Mais c'est vrai qu'il faut trouver les lieux propices à la mise en place de la politique la plus appropriée à une population. Donc, dans certains cas, ça peut être une ou deux villes, dans d'autres cas, ça peut être un territoire plus grand que moi j'appelle la biorégion, mais bon, peu importe. Mais en tous les cas, pour que ça marche, là, il faut que la gouvernance ne soit plus verticale. C'est-à-dire qu'il ne faut plus qu'il y ait monsieur, madame santé, monsieur, madame parc et jardin, monsieur, madame sécurité, monsieur, madame logement. Il faut qu'on ait là des équipes collégiales qui, justement, ensemble, examinent toutes leurs questions à eux à l'aune des questions des autres, et surtout, n'y introduisent pas une hiérarchie. Parce que ce que je comprends avec l'écologie sur laquelle je travaille depuis de longues années, c'est que l'écologie n'a aucune priorité. Tout va en même temps. Alors, c'est stimulant d'un côté et c'est difficile de l'autre, évidemment. Parce qu'on est en pleine complexité. Hein. Enfin, oui, mais on est là-dedans. Dans la gestion de la complexité. Et donc, si on commence à dire, attendez, on va d'abord s'occuper des transports en commun, on s'occupera de la santé demain. Non, non, non. Il faut s'occuper des 2 et des 3 et des 4 et des 5 en même temps. C'est ça. C'est indispensable. Je vois apparaître ici l'une ou l'autre question, mais qu'on va peut-être reprendre ensemble. D'autre part, je pense qu'on peut lancer le sondage de manière à ce que nos amis puissent compléter et répondre à la question. Et donc, il s'agit de 2 questions sur lesquelles on vous interroge. Selon vous, les habitants sont-ils en meilleure santé en ville ou à la campagne? La réponse, c'est 50%, 50%. Dans votre quartier, les possibilités de détente sont-elles suffisantes? 80% répondent oui, 20% répondent non. Et est-ce que cela vous convient? Réponse 80% oui, réponse non 20%. Il y a un degré de satisfaction qui est assez important, me semble-t-il, mais tant mieux. Les gens sont dans un environnement qui semble leur convenir, en tous les cas. J'avais quand même encore une question sur un partenaire qui, je pense, vous tient à cœur, mais qu'on n'a pas cité, c'est les gens. Parce que la question de la taille, la question du rapport de l'institutionnalisé au territoire, etc., ça ne se fait pas sans les occupants. Et si on parle de rendre les villes vivables, c'est parce qu'il y a du vivant à aider à vivre. Donc, je me dis, quel type de collaboration, de contribution, de sollicitation, de participation, un mot un peu machin, mais bon, faire sans, ça me paraît tout à fait à côté et hors propos, même, je dirais, même en termes d'efficacité, quoi, pas seulement sur un plan
un peu idéologique, mais aussi sur un plan d'efficacité. C'est une question qui me taraude depuis longtemps, parce qu'effectivement, on a mis en place des systèmes de concertation, des systèmes de participation qui sont maintenant devenus des mots un peu creux, parce que précisément, ça n'a pas donné ce qu'on espérait. C'est-à-dire qu'effectivement, une réelle prise en charge par tous de la vie d'un quartier ou d'un territoire. Juste, est-ce que ça n'a pas donné ce qu'on espérait, ou bien c'est qu'on n'a pas mis les moyens pour réaliser ce qu'on a proposé? C'est-à-dire qu'on a fait un peu de la participation une injonction sans préparer les gens habitants, et sans préparer non plus les élus, les architectes, les urbanistes. Bon, moi, j'ai longtemps enseigné dans une école d'architecture en France, et je regardais aussi ce qui se passait ailleurs. Et il n'y avait jamais un seul cours d'initiation à la participation. Donc, j'imaginais mon jeune diplômé arrivant quelque part. Déjà, c'est le soir, c'est pas payé. Il doit dire, bon, voilà, bon. Puis là, il y a quoi? Ils sont 40 Pékin, qu'est-ce qu'ils vont me raconter? Le truc ne prend pas parce qu'il n'avait pas de connaissance de comment la parole se prend et comment surtout elle s'écoute. Parce que la participation, c'est très difficile, c'est comment écouter des gens qui ne disent rien pour formuler précisément ce qu'ils ont eu. Donc, c'est une question magnifique. Il y a un architecte belge qui a su le faire, c'est Lucien Croulle, qui a eu une certaine cote en France pour ça. Et il était aussi très exigeant, c'est-à-dire qu'il disait « je n'accepte pas un projet si je n'ai pas cette dimension-là. Participative. J'ai travaillé avec lui au moment où il a monté le campus ici de l'université à Woluwe. Et donc, moi, j'étais en dernière année de médecine et on participait à des groupes de travail pour la même et pour la bouche de métro. C'était passionnant. Oui, voilà, absolument. Vraiment. Alors, sauf qu'en France, comme partout, soit ils faisaient sourire, soit on disait c'est pas sérieux, soit on disait ça prend trop de temps. Enfin bon, c'était pas ça. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien l'expression les gens, et merci Jacques de l'avoir utilisé, parce que ça nous sort de la sociologie habituelle en classe sociale, qui sous-entend toujours des rapports de force, qui existent évidemment dans la réalité. Je suis complètement naïf. Bon. Mais je prenais l'exemple des gens à une anthropologue que j'ai beaucoup aimée, qui s'appelle Colette Pétonnet, qui a publié en 1968 un ouvrage tiré de sa thèse, qu'elle avait soutenu 2 ans auparavant, qui s'appelait « Ces gens-là », qui est le titre d'une chanson de Brel de la même année. Et elle, en tant qu'anthropologue, elle analysait des populations migrantes, mais qui n'étaient pas le stéréotype du travailleur immigré, qui n'étaient pas bien qu'ouvrier, qui n'était pas la classe ouvrière française, qui n'était pas le prolétariat des communistes. Donc, ne sachant pas comment les nommer, elle a dit ces gens-là. En reprenant une formule un peu méprisante d'un fonctionnaire de Créteil qui lui avait dit « Ah, c'est vous qui travaillez sur ces gens-là. » Et elle a dit « Ah, il n'est pas bête. » Il croit dire une méchanceté, mais il pointe une chose juste. Donc, moi, je crois beaucoup que toute société, pour être agréable, doit être d'une plus grande diversité. Plus un quartier, une ville, un territoire est composite, donc plus il y a de gens là, mieux c'est. Et on s'enrichit précisément de toute cette incroyable diversité, y compris sur la question de la santé. Parce qu'on a moqué les remèdes de bonne femme. En français, on dit ça comme ça. Des tisanes, ou simplement des trucs, comme, pour moi, de bon sens. Enfin, voilà, si on s'est fait mal là, ben, on doit faire attention à ne pas s'appuyer dessus, etc. etc. Bon, tout ça, c'est quelque chose qui peut renaître par la discussion collective, par la rencontre avec l'autre, qui peut nous donner, non pas des recettes de bonne femme, mais des parce qu'ensuite, quand on regarde les livres d'histoire, on s'aperçoit que c'était des éléments de traité de médecine, qu'à un moment donné, l'industrie pharmaceutique a pointé du doigt comme étant nulle, en disant, nous, on fait un truc de synthèse qui coûte beaucoup plus cher, qui nous rapporte beaucoup plus, c'est ça qu'il faut faire. Donc, on voit bien quand même que la santé, et vous l'avez dit dans votre introduction, ce n'est pas le rapport à la maladie, c'est le rapport à notre propre existence. Et donc, moi, je crois qu'une ville santé
ce n'est pas celle qui aura un parcours de santé à proposer à tous ses habitants, quel que soit leur âge, c'est le territoire. Je préfère le mot territoire maintenant, finalement, parce qu'on habite tous plusieurs territoires en même temps, qui sont parfois rêvés, qui sont parfois imaginés, qui sont virtuels, etc. Et donc, quand on s'est écrit cet été pour préparer cette rencontre, nous n'étions pas dans le même territoire, mais de fait, nous faisions un territoire momentané, provisoire. Bon. Et donc, c'est ça qui est important. Donc, nous sommes, c'est pour ça que Topophile, ça me plaît beaucoup, nous sommes des amis du lieu. Et c'est parce qu'on est des amis du lieu, parce qu'on est capable de le ménager. Et le verbe ménager, je l'utilise depuis très longtemps dans mes textes, parce que c'est un verbe qui vient du verbe manoir, qui a disparu en vieux français, et qui renvoie à prendre soin. Et quelques décennies plus tard arrive d'Angleterre, le care. Bon, bah, tant mieux, voilà, bon, pourquoi pas, bon, mais l'idée est la même. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un aménagement qui est standardisé, une place publique, un rond-point, etc., partout le même en France. On ménage, c'est-à-dire qu'on prend soin. Et on prend soin, ça veut dire qu'on est toujours dans le cas par cas, dans le sur-mesure, et avec les gens, et depuis quelques années, j'ajoute, avec le vivant. Bon. J'ai deux petites questions ici de relance. D'autres suivront sans doute. Alors, Monsieur Paco, quel conseil donneriez-vous à l'architecte et à l'architecture et à l'aménagement urbain avec des logements plutôt high-tech, ventilation double flux, isolation maximum dans le tissu historique des villes européennes? C'est Maria qui pose cette question. Je vais citer l'autre question, comme ça on peut enchaîner. Est-ce que le prolongement de la pandémie et l'expérience du confinement sont susceptibles de relancer l'exode urbain, donc d'entraîner davantage de flux vers les campagnes? Alors, là, je crois qu'il y a une autre question encore, c'est ça? Ah oui, c'est à propos de l'intégration de la santé dans le cursus des aménageuses. Alors, il y avait dans l'article qu'on peut lire sur Internet, sur le site de Topophile, je rappelle l'enseignement du docteur Hasman dans les des années 30 aux années 60 à l'Institut d'urbanisme de Paris, où j'étais professeur longtemps. Et quand il a pris sa retraite, il n'a pas été remplacé. Voilà, donc je peux dire que, en fait, c'était dû à sa personnalité. Il était partie prenante. Il a écrit beaucoup, des textes qui sont aujourd'hui, qui n'ont pas pris une ride, enfin, qui sont tout à fait à lire. J'ai essayé de les éditer. Ça n'intéresse personne. Donc là, il faut quand même qu'on le sache. Hein. C'était avant la Covid, peut-être que maintenant. Bon, santé et ville, un médecin, qu'est-ce qu'il a à dire sur la ville. Donc, du coup, dans mon article, je mentionne d'autres. Hein. Je mentionne Henri Laborite, qui a écrit L'homme et la ville, qui est un livre excessivement intéressant. Voilà. Donc là, je crois qu'il suffirait de peu. Je pense que là, on va être porté par la Covid, j'allais dire, pour convaincre quand même quelques universités à avoir un nouvel enseignement sur, mettons, bien-être, bien-être, santé, etc., dans les études d'architectes, d'urbanistes et de paysagistes. Chez les paysagistes, une Américaine qui est anglaise, mais peu importe, qui s'est installée aux États-Unis quand elle s'est mariée, Claire Cooper Marcuse, est une des premières à avoir réfléchi sur la place de la végétation, de l'arbre, du parc, du plein air, des fleurs, dans les thérapies. Et donc ça, c'était passionnant parce que au même moment, en France, on interdisait les bouquets de fleurs dans les hôpitaux. Donc voilà, on voit quand même que tout bouge différemment partout. Et maintenant, j'étais invité à donner une conférence à l'École nationale supérieure de la santé publique à Rennes sur justement la nature comme élément
revigorant dans toute convalescence. Bon, donc ça prend. Il ne faut pas rêver, ça va prendre des années avant de se générer des airs. Mais bon, ça existe. Alors maintenant, la première question, c'est tout ce qui va mal dans l'architecture parce qu'elle est high-tech. Oui, bien sûr. Et pour ça, il faut, si elle habite dans un logement comme ça, il faut qu'elle déménage. Sinon, il faut, si c'est une praticienne, il faut qu'elle œuvre, et ce n'est pas facile, contre les tendances dominantes. Je suis sidéré lorsque je vois des publicités pour des appartements non traversants. Parce que ça veut dire qu'il y a une climatisation électrique, énergétique, appelons-la comme ça. Alors qu'il y a une climatisation naturelle qui existe, qui n'est pas compliquée à mettre en place. J'ai écrit un petit papier il n'y a pas longtemps sur les fameux 5 milliards de climatiseurs qu'on annonce pour 2030 au monde, dont la plupart seront des produits de très mauvaise qualité fabriqués tant bien que mal en Inde, à partir d'une copie d'un modèle japonais qui est trop cher, mais qui est beaucoup plus performant. Donc là aussi, on aura une inégalité. Les gens ont des climatiseurs, mais des climatiseurs pourris, énergivores, bêtement non recyclables, et puis d'autres, très peu, qui seront, pourquoi pas, utiles. Mais j'observais cet été, où on a eu un moment où il a fait très très chaud, les automobilistes roulaient les vitres fermées. Moi qui suis cycliste, moi je suis dans ma décapotable, donc ça va. Mais je me disais, mais comment, s'ils ont les vitres fermées alors qu'il fait 30 degrés, la réponse c'est qu'ils avaient mis la clim. La clim à fond. Donc ça veut dire aussi que, même si je ne crois pas aux éco-gestes, mais quand même, je pense qu'il y a des choses comme ça. Et donc un habitant qui arrive dans un logement qu'on lui montre, qui est justement non traversant, qui est mal orienté, qui a une clim, etc., la seule solution, c'est qu'ils disent non. Votre bâtiment. Alors, ce qui serait bien, mais on en est loin, c'est que, puis j'aime pas trop le principe, c'est que l'État donne un label ou disent, voilà, là c'est un mauvais logement, mais bon, c'est le capitalisme, les gens construisent ce qu'ils veulent, mais on vous dit que c'est un mauvais logement, vous aurez moins d'aide, etc. Et là, par contre, c'est un éco-logement, ok, allez plutôt dans ce sens-là. Ce qui est effrayant, à dire vrai, c'est que dans les écoles d'architecture et parmi les praticiens d'aujourd'hui, il y a encore tous ceux qui n'ont pas intégré la dimension du bien-être et la dimension environnementale dans leur création. Ça, c'est terrible. Alors maintenant, sur la migration, le mot exode urbain est un terme que j'ai trouvé pour la première fois sous la plume d'Emile van der Velde, qui est donc un grand syndicaliste belge, dans son livre sur l'exode rural, par ailleurs, publié en 1903. Et il avait cette idée très, très juste. Il dit, voilà, les villages meurent, on est dans les villages hallucinés, les campagnes hallucinées d'Émile Verhaeren, qui publie en 1893, et 2 ans avant Les villes tentaculaires. Et donc, Émile van der Velde, visiblement, connaît ces 2 recueils de poèmes qui sont très forts. Et il dit, c'est catastrophique, les villages se vident, les paysans appauvris vont travailler dans les mines, là, ils sont dans des logements suroccupés, mal aérés, etc., etc. Pourquoi ne pas revitaliser les villages, ce qui permettrait aux agriculteurs d'avoir une clientèle et aux écoles de ne pas fermer? Et donc, il a cette idée de faire un exode urbain, qui est vraiment le contre-exode rural. Et l'exode urbain, c'est venez vivre dans des conditions beaucoup plus agréables. Et pour ça, évidemment, il faut faire une réforme du temps de travail, parce qu'il faut que le salarié soit 4 jours seulement par semaine à l'usine ou à la mine, pour profiter au maximum de sa nouvelle résidence. Et puis, il faut relier sa résidence au lieu de travail. Donc, il imagine tout un système de tramway avec une carte d'abonnement. Donc, ça avait été assez loin. C'est un auteur qui m'a beaucoup intéressé. Alors maintenant, pour parler d'aujourd'hui, les dernières statistiques que j'ai pu lire en France, pour la France, effectivement, il y a une très grosse demande de pavillons.
Bon, alors, ça n'est pas un exode urbain vraiment, parce que c'est des gens qui peuvent très bien habiter la banlieue parisienne, mais au lieu d'être en appartement, ils cherchent. Bon, voilà. Et par contre, alors, il y a ceux, mais là, c'est des projets de vie. Donc là, c'est des couples plus jeunes qui ont des métiers qui peuvent être déterritorialisés et télétravaillés et qui préfèrent, et ils ont bien raison, de s'installer dans des villes moyennes, Cahors, Bergerac, etc., où ils vont trouver un très beau logement moins cher, et puis où les enfants iront à pied à l'école ou à bicyclette. Ça, c'est quand même une bonne chose. Hein. Tout à fait, parce qu'on ne l'a pas dit, mais aller à pied ou à bicyclette, c'est aussi améliorer sa santé. Bien sûr, bien sûr. Tous ces cheminements sont décisifs. Mon prochain livre. La mobilité très douce, c'est celle-là. Hein. Moi, je sors un livre, là, Pile l'enfance, en janvier prochain, qui est sur les territoires des enfants. Bon, parce que j'ai vu avec la Covid qu'une poignée, il ne faut pas non plus rêver, d'instituteurs et d'institutrices ont fait cours dehors. En France. Et ça a plu, donc on a créé un petit collectif auquel je suis associé. Bon, donc ça, c'est très, très bien. On voit que des choses bougent comme ça. Donc, dans mon livre, je rappelle qu'en 1970, 80% des enfants allaient à l'école à pied. Et en 2000, on est en 2021, c'est aggravé, mais en 2000, c'était l'inverse. 80% des enfants allaient à l'école en voiture, y compris à 300 mètres de chez eux. C'est affolant. D'où l'obésité pour la classe d'âge 8-12 ans. Je ne sais pas pour la Belgique, mais en France, ça devient excessivement inquiétant. Parce que l'obésité, ça ne se guérit pas comme ça. Ce n'est pas un surpoids seulement. Hein, et c'est lié donc à une malbouffe, bien sûr, à l'écran, et puis à l'absence d'exercice physique. Et pour qu'il y ait l'exercice physique, il faut que l'école montre l'exemple. Donc, dans mon livre, je me permets de faire cette remarque parce que j'étais assez content de ma trouvaille. Donc, autant le dire. Parce qu'on dit toujours, la cour de récréation, elle est rectangulaire, ça devient inévitablement un terrain de foot pour les grands, qui exclut les filles et qui exclut les plus petits. Alors, moi, j'explique dans mon livre que pour que la cour de récréation ne soit pas ça, il faut que la récréation soit un cours. Si la récréation est un cours, au même titre que français, calcul, histoire et géo, alors là, on aura une sorte d'exaltation du jeu qui est le seul moyen par lequel les enfants grandissent en eux-mêmes. Je suis persuadé de ça. J'ai une dernière, puisqu'on arrive à peu près à l'heure, qui est sur la question de comment introduire la question sociale dans tous ces projets, qui est une dimension éminemment déterminante de la santé collective et individuelle. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est plutôt la dimension, mettons-la sous l'étiquette environnementale ou écologique, qui prend le pas sur la réalité sociale auquel on est confronté. Non, mais je pense que les candidats écologistes à la présidentielle en France ont tous articulé les deux. Il serait temps, le social et l'écologie. Je suis d'accord, mais dans les small city, smart city, enabling city, quelle est la Non, mais la ça fait longtemps que la question sociale a été gommée. On a fait croire qu'elle n'existait plus. Bon, avec l'effondrement du mur de Berlin, avec la disparition du communisme, il n'y avait plus d'alternative politique. Donc, du coup, on faisait croire que les différenciations sociales, je ne parle même pas des conflits sociaux, n'existaient plus. Et quand c'est un conflit, on disait que c'est un conflit interne à une entreprise. Voilà, bon. Et même les syndicats, en France, n'ont pas un discours social, enfin, excessivement convaincant. Et moi, je pense que, là, pour ça, je faisais référence tout à l'heure à Murray Bookchin, qui est un écologue américain et libertaire, qui a inventé la notion d'écologie sociale. Pour dire que, pourquoi ? Parce qu'il montrait qu'il y avait une injustice environnementale qui n'était que le pendant de l'injustice sociale.
Comme par hasard, c'est toujours les plus pauvres qui sont près des décharges, ou des usines à problème, ou des centrales nucléaires, etc. etc. Donc là c'est une évidence. Donc on ne peut pas régler la question environnementale, si jamais on s'y met, sans régler la question sociale. Et la question sociale n'est pas de mettre tout le monde au même salaire égal, supprimer des écarts entre des gens un peu plus riches que d'autres. Non, bien sûr que non. Même Charles Fourier ne vise pas l'égalitarisme. Là, il écrit, il y a des riches, il y a des pauvres. Non, ce qui est important, c'est que personne ne soit humilié. C'est ça la question fondamentale. C'est qu'on doit être dans des sociétés où, qui qu'on soit, on n'est pas mis à l'écart par la question sociale. Et après tout, il peut y avoir un gars, j'en connais un, c'est pour ça que je le mentionne, qui touche le RSA, donc un petit revenu, qui habite dans une cabane qui s'est lui-même confectionnée dans la ville où j'habite, au bord de la Seine. Pour l'instant, personne ne l'embête, il est content. Et quand j'ai parlé avec lui, c'était un choix. Il me dit, je ne me vois pas dans ces grands ensembles en béton, là je suis chez moi, je suis tranquille. Et qu'est-ce qu'il fait? Tous les matins, il va travailler gratuitement au restaurant du cœur. Ça me paraît une très belle phrase de conclusion et un très beau témoignage de conclusion aussi. Merci beaucoup, M. Franco. Merci. Merci. Je ne sais pas si on est encore, mais sinon, merci pour votre écoute, pour les questions qui ont été soulevées et en toute fin, je vous donne rendez-vous dans 15 jours, le mardi 5 octobre, et on recevra Paul Vermeulen autour de la plaquette qu'il a diffusée intitulée « Ville sensible ». Je pense que le titre traduit quelque chose qui ressemble aux villes ménagées. Voilà, merci beaucoup.